comme je le disais à l'instant, on va revenir un petit peu sur l'actualité du cloud avec mes deux compères, Christopher Plieger, qui est, qui est au niveau des groupes produits Azure en France, sur la partie Azure Infrastructure. C'est ça. C'est Christopher. Et Stanislas Castana, l'éternel, le cloud architecte de la filiale, voilà. Avec lequel on va revenir sur l'actualité. Donc, l'actualité Ignite, mise en perspective du marché cloud et du marché Azure. En France, le cloud est un marché qui est extrêmement, qui est en forte croissance, 22%, 2,7 milliards à peu de choses près, et sur lequel, globalement, les grandes entreprises aujourd'hui vont massivement. Alors, ils y vont avec différentes mécaniques, soit parce que c'est leur métier qui les amène à se transformer pour offrir de nouveaux produits, pour aller à la rencontre de nouveaux clients, pour même revoir complètement leur business model, et notamment autour d'applications qui deviennent de plus en plus intelligentes. C'est le contexte dans l'ère de l'intelligence artificielle et des applications qu'on rend intelligentes, comment on exploite les données, comment on leur donne une nouvelle perspective. Mais aussi le cloud, c'est un mouvement qu'on retrouve dans différents produits ou dans différentes applications historiquement très critique. Aujourd'hui, SAP, le monde SAP est en train d'évoluer vers le cloud avec SAP for HANA, c'est un roadmap que les entreprises rencontrent. Même les gros data centers traditionnels avec des fortes puissances de calcul, type les data centers HPC, aujourd'hui sont tous à la recherche de cloud burst et comment je peux avoir de la capacité à la consommation le plus rapidement possible. Donc on voit les entreprises qui sont plus dans le « est-ce que », mais qui sont de plus en plus dans le « comment j'y vais et à quelle vitesse ». Donc on va revenir là-dessus parce qu'il y a une notion d'hybridation qui est assez importante. Je rajouterais dans le quand également. C'est comment j'y vais et quand j'y vais. Oui, c'est le comment. Le quand, il est plutôt maintenant, mais effectivement, c'est quelle est la manière d'y aller le plus vite possible. C'est quoi effectivement ma trajectoire par rapport à ça? Absolument. Et donc on va revenir sur l'hybridation, mais du coup on va revenir déjà sur la partie plateforme avec Christopher. C'est en quoi le cloud Azure ou l'offre Microsoft répond un petit peu ou fait écho à ces enjeux qu'ont nos clients de transformation des data centers. Tu l'as très bien résumé. En gros, nous, on a deux ambitions chez nos clients. Un, c'est de les aider à aller dans le cloud, à migrer, que ce soit complètement vers le cloud Azure ou partiellement ou à leur vitesse, avec une approche plus hybride. Donc ça, c'est un. Migrer vers Azure, moderniser la plateforme applicative, faire du DevOps, devenir une entreprise plus agile, plus moderne et réduire leurs coûts également de run. Et de l'autre côté, on a toute notre plateforme d'intelligence, de big data, Internet des objets. Et là, on va aller plus profondément dans ce qui a de la valeur pour l'entreprise. C'est la modernisation de leur cœur d'entreprise, de ce qui fait leur business et leurs revenus. Aujourd'hui, seulement 10% des entreprises savent vraiment utiliser les données qu'ils ont déjà et en tirer des insights et des connaissances. Donc, ce qu'on va pouvoir faire avec Azure et avec notre plateforme de services complète, c'est extraire ces données, les mettre ensemble, les exploiter, en chercher encore plus, et côté Internet des objets, mais aussi avec l'intelligence artificielle, notamment, où on va pouvoir avoir des interactions plus homme-machine, voir les émotions, voir les visages, voir qui passe dans un magasin. Donc, on va beaucoup plus loin, et même prédire le futur avec du machine learning. Et même, j'allais dire, sans aller aussi loin que le machine learning, même si c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, c'est aussi moderniser l'existant et les applications. Exactement. Avoir des applications qui sont de plus en plus cloud-aware ou cloud-ready. Oui. Containerisation, serverless, etc. C'est quelque chose aussi auquel on répond. Ça passe par le monde de l'open source surtout. Donc on a plein de partenariats maintenant avec Docker, Kubernetes, Cloudera, Red Hat. Parce que le monde change, Microsoft change, et bien sûr, ce qui est au cœur de notre stratégie aujourd'hui, c'est l'open source. Tu le sais très bien, Fred. Azure étant la meilleure plateforme pour faire tourner l'open source. Exactement. Du coup, par rapport à cette offre, qui est effectivement déjà extrêmement riche, la semaine dernière, il y avait Ignite à Orlando. Il y a, je ne sais pas, j'ai compté, il y avait peut-être une cinquantaine d'annonces, peu ou prou. Je crois que tu avais compté les participants, tu m'as fait peur. Non, il y avait plus que 50 participants. Il y avait beaucoup de monde, mais nous, on n'y était pas. Et probablement dans le public, un certain nombre de personnes n'y étaient pas. Donc, avec vous, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur les fonctionnalités, les grandes annonces que vous avez pu retenir de Ignite. Ouais. Je commence par... Je peux commencer si tu veux. On a vraiment deux piliers dans Azure, c'est un, le côté très hybride qui nous différencie, et deux, c'est la confiance numérique. C'est notre sujet numéro un. Si on n'a pas la confiance de nos clients, on peut fermer l'affaire. Donc, à la conférence Ignite, ce qu'on a eu, c'est des annonces qui allaient vraiment dans ce sens. On a vu la sortie de Azure Confidential Computing qui permet d'encrypter sur une machine
l'usage et les données en temps réel. On a vu la sortie aussi d'Azure Stack, qui va vraiment dans notre stratégie d'hybridation. Donc Azure Stack qui est Azure, une partie d'Azure qu'on peut mettre chez soi, dans son data center, sur une machine d'un de nos partenaires, Lenovo, Dell, HP, Huawei, Avanade. Et la semaine dernière, on a annoncé la disponibilité de 3 de ces constructeurs. Exactement. Parce que le logiciel était disponible. Là, maintenant, les constructeurs ont Exactement. les appliances qui sont disponibles. Donc, ça ouvre encore une porte. Premières livraisons, je crois, les premières livraisons d'appliances. C'est ça. Ah oui. Les commandes, en fait, avaient eu lieu au mois de juillet dernier. Et vous avez oublié Cisco. La Cisco, c'est pas Cisco rien. Oui, également. Cisco arrivera en Cisco qui fin va d'année, arriver. mais les 3 qui Exactement. aujourd'hui effectivement peuvent livrer, Exactement. que sont effectivement HP, Voilà, Dell, donc, EMC et Lenovo. On va beaucoup plus loin, répond vraiment aux besoins de nos clients, quoi. On n'est pas en train de dire à nos clients, il faut aller dans le cloud, voici comment le faire, point. On leur offre des portes. 15 secondes peut-être sur cette offre, parce qu'elle est super importante, Azure Stack. C'est vraiment, comme tu le disais, c'est une étape dans la trajectoire cloud de nos clients, une étape qui garde une empreinte dans leur data center, mais qui est une étape assez riche, c'est-à-dire que c'est sur laquelle ils peuvent déjà construire leur avenir cloud ou leur existant, tout en préservant leur confidentialité ou leurs contraintes quand ils ont des contraintes réglementaires, par exemple. Ouais. Et pour finir, une annonce que je trouve vraiment superbe, qui va vraiment aux fondamentaux d'Azure, c'est une offre qui s'appelle Azure Migrate. Voilà, je sais que tu connais bien. Donc c'est une offre vraiment qui aide nos clients à migrer dans le cloud en 3 étapes. Découverte de ce qui est l'existant. Quelles sont les dépendances applicatives, comment je peux migrer, qu'est-ce que je migre, qu'est-ce que je garde, quel est le coût associé à ça dans Azure. Ensuite, des services de migration, base de données, machines virtuelles. Et ensuite, on a également sorti une nouvelle plateforme qui s'appelle Cloudin, qui est un outil de gestion de coûts de bout en bout et qui vous fait aussi des recommandations d'optimisation de coûts, qui va vous dire, cette machine-là, le CPU ne tourne qu'à 50%, réduisez la taille de la machine, vous allez économiser 100 € par mois. Donc vraiment pour aider les clients aussi à prendre en main le cloud. À prendre le contrôle du cloud. Prendre le contrôle du cloud, oui. Parce que c'est assez compliqué des fois, parce qu'on se retrouve dans le cloud, on va payer à la consommation, on a 100 services différents, et on ne sait pas comment maîtriser tout ça avec tous ces services, comment mesurer la consommation, la croissance de la consommation. Donc ça apporte beaucoup d'agilité, mais aussi des fois de la frustration chez nos clients. Donc on a maintenant des outils pour le mesurer. Et tout ça, c'est gratuit. On peut migrer gratuitement dans Azure, donc c'est super. Et l'idée, bien, c'est d'accompagner les clients dans cette trajectoire, c'est vraiment de leur mettre les outils à disposition, d'enrichir au fur et à mesure, de façon à vraiment, on aime bien cette tagline de contrôle du cloud, à vraiment appréhender. Aujourd'hui, la plupart maîtrisent leurs infrastructures existantes. Certains ont encore une appréhension vers le cloud, c'est vraiment de donner le contrôle de manière à mettre le curseur encore de l'hybridation. À la limite, je propose un petit jeu sur Internet, c'est combien de fois on va dire hybride pendant la session. Ça sera intéressant. Faites-nous un petit hashtag derrière. 60. Et Hashtag je pense hybride. qu'on est déjà à 4-5. Alors, oui, je voudrais juste préciser. Donc, il a parlé de Cloudin. En fait, on a sorti de la solution qui s'appelle Azure Cost Management, qui porte bien son nom, gestion des coûts d'Azure, qui permet de faire des jolis dashboards, etc. Ce n'est pas une solution qu'on a créée nous-mêmes. On a racheté une société qui s'appelait Cloudin. Pas Cloudin, Cloudin. Et, Cloudin. Voilà, oui, j'ai un accent pourri en anglais, merci de le rappeler. Et donc, cette solution, en fait, c'est une solution qui est multi-cloud à l'origine, et elle va le rester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vous permet donc gratuitement, dès aujourd'hui, de mesurer en fait les coûts dans Azure de tel type de ressources, m'a coûté tant, et d'avoir des jolis rapports, des beaux dashboards que vous allez pouvoir remonter après auprès des personnes qui ont l'argent dans les entreprises ou qui consomment les services et qui doivent redonner de l'argent interne entreprise. Mais on parle d'Azure, mais ceux qui sont clients AWS ou Google Cloud Platform connaissent probablement déjà aujourd'hui cet outil qui était très connu, un des meilleurs probablement. Et donc on continue à pouvoir l'utiliser, sauf que là ce sera dans des SKU premium qui elles seront payantes. Et pour compléter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Et globalement, moi, je résume toujours Azure en disant qu'on a des briques basiques. Si je prends l'image des Lego, donc les briques basiques, c'est le stockage, le compute et le réseau. C'est les trois piliers de base en fait pour faire quelque chose. Et puis après, on peut faire des choses au-dessus. Donc ces 3 piliers de base, effectivement, ont évolué. Il y a eu des annonces, on en parlera tout à l'heure à Ignite. Mais à côté de ça, on a également des briques plus évoluées. Je reprends toujours le monde du Lego. Le Lego, tu sais, tu as les briques vraiment rectangulaires, telles qu'on les a eues quand on était gamin. Mais aujourd'hui, tu as des briques, c'est des Mindstorm, il y a des ordinateurs à l'intérieur. Et ben dans le cloud, finalement, tous les services de passe sont ces fameuses briques en fait, qui sont super intelligentes. À la télé, tout à l'heure, j'ai vu qu'on parlait de Connective Services. Ça, c'est des briques intelligentes. C'est-à-dire qu'on donne à digérer une photo, et la photo dit, là, c'est une personne qui est blonde, qui est jeune, qui est en train de sourire.
Oui, qui est un potentiel. Voilà, enfin, tu vois, il y a derrière un vrai traitement qui est fait, et là, c'est vraiment une brique avancée, quoi. Donc, c'est je n'oppose briques, pas le justement. IaaS et le PaaS. C'est vraiment deux choses qui vont aller ensemble, parce Exactement. que le monde, Ouais. le monde n'est pas blanc, n'est pas Et noir. c'est il vers nuance de là gris, aussi voilà. que les clients vont aller, dans leur... Et c'est des briques qui, effectivement, ne descendront probablement pas au niveau des data centers en local, parce qu'en fait, elles nécessitent des puissances de calcul que seuls les gros data centers peuvent Exactement. délivrer, avec la capitalisation qu'on peut faire Et du derrière. coup, on va rebondir sur Azure Stack. Azure Stack, effectivement, donc c'est une extension d'Azure dans vos data centers. Et c'est une extension avec certaines briques, pas toutes. Donc on aura effectivement les briques de base. Je parlais de réseau, stockage et compute, machine virtuelle. Donc ça, on va les On va avoir. parler d'IaaS dans pas longtemps. Donc du coup, ça, c'est la base, la base du IaaS. Et ça va bien au-delà. Mais effectivement, dans Azure Stack, on a des services de pass, mais on n'aura pas tous les services de pass. Donc on aura des services de pass, entre guillemets, basiques. Donc la brique de Lego un peu évoluée, le web, les containers, etc. Mais on n'aura peut-être pas forcément tous les services de type Cognitive Services qui tournent encore dans nos data centers avec de la puissance très particulière derrière, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et c'est important parce qu'au-delà du IaaS, c'est clairement une appliance, enfin, en grosso modo, une brique qui va au-delà de l'aspect IaaS. Justement, je plaisantais sur l'aspect IaaS, qui est vraiment tournée sur les applications modernes, cloud, que les clients peuvent développer chez eux, les organisations peuvent développer chez eux, avec une logique DevOps. On trouve tous les outils, effectivement, Microsoft, non Microsoft, sur le sujet. Et effectivement, c'est les outils open source qui sont drivers, enfin leaders sur le monde du DevOps historiquement. Donc clairement, c'est une brique on insiste beaucoup, mais c'est une brique qui est effectivement assez clé. Et c'est une brique qui n'est pas différente d'Azure. Souvent, moi j'ai eu des cas de partenaires clients qui me disaient non, mais on va attendre d'avoir Azure Stack et là on se formera, etc. Mais non, attendez pas en fait. Quand vous faites de l'Azure, vous pouvez faire de l'Azure Stack. C'est les mêmes interfaces visuelles en termes de portail. C'est les mêmes outils en ligne de commande, Linux, Mac, Windows. C'est les mêmes commandes PowerShell. C'est les mêmes modèles de déploiement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser l'infrastructure as code, c'est-à-dire faire des fichiers texte qui décrivent les briques dont on a besoin et qui composent en fait le modèle qu'on veut avoir. Et ça, c'est exactement la même chose entre les deux, entre Azure et Azure Stack. Effectivement, juste à retenir, c'est que Azure Stack n'est qu'un sous-ensemble d'Azure et on n'a pas tout Azure. Et donc, c'est pour ça que c'est un prolongement et non pas une solution de cloud privé, comme certains ont pu le croire. Ce n'est pas une solution de cloud privé, c'est du cloud hybride, et c'est vraiment une extension dans le data center des services d'Azure. Du coup, on parle, donc c'est important, c'est une brique importante, Azure Stack, mais ce n'était pas la seule facette à retenir de Ignite. Tu disais sur les aspects Azure Migrate. Il y en a d'autres. Stan, je pense que tu as forcément alors, moi, une vue complémentaire de celle de Christopher. Oui, alors il y a eu plein de petites évolutions sur les 3 fameux API dont je parlais. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution vraiment très sympathique qui est annoncée ? La capacité de connecter des services de pass sans passer par les endpoints publics. Quesaco. Donc, tous nos services de cloud, historiquement, sont accessibles depuis Internet, donc par des points d'entrée publics, des endpoints. Mais on a pas mal de grands comptes qui, désormais, font des connexions privées entre leur data center et Azure. On appelle ça ExpressRoute. Donc, c'est des liaisons dédiées qui passent par des points d'échange comme Equinix ou par des fournisseurs tels que Orange. Et du coup, il se dit, oui, mais moi je vais accéder à un service de pass, mais je ne veux pas y accéder en ressortant par Internet et en passant. Donc on commence à faire des réseaux privés là-dessus, donc des endpoints privés pour ces services de pass. On a ça qui est vraiment très, très, très intéressant. D'intéressant également, il y a les nouvelles familles qui ont été annoncées, donc dans les familles de machines virtuelles. On a les petites familles déjà riches. Déjà riches et qui continuent à s'enrichir parce qu'on nous en demande toujours des différentes. Donc par exemple, on a des machines, les bursts, qui permettent en fait d'être des machines à très faible coût et qui nécessitent pour des applications qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance, puis des fois elles peuvent avoir un petit pic d'activité. Donc le burst va pouvoir absorber ça. Machine pas chère et qui peut booster à un instant T. À l'opposé, jusqu'ici on avait les séries G, les Godzilla, donc c'était ou les grosses machines qui allaient jusqu'à 448 Go de mémoire. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de gros workloads maintenant qui vont dans le cloud. SAP c'est un gros workload. HANA, c'est la base de données in-memory de SAP, et c'est la stratégie aujourd'hui de SAP. Et les gens qui font du HANA en prod, quand tu leur dis on a 448 Go de RAM, ils te regardent et puis ils font c'est léger. Et donc du coup on a sorti les M. Alors M, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé dans les Américains, mais moi je dis comme monstre. Donc on a des machines, on a des machines qui vont aller jusqu'à 3 Tera 5 de RAM. Et là encore, j'ai eu des discussions avec des clients qui m'ont dit c'est un peu léger. Donc pour ceux qui ont besoin d'encore plus gros, on a annoncé également ce qu'on appelle les large instances, qui sont du matériel dédié, certifié SAP. On n'est plus sur la VM, on est sur du matériel dédié. Et là, on va pouvoir créer des gros clusters. Et là, les clusters, chaque nœud fait 20 Tera de RAM et 80 Tera de stockage. Donc on voit qu'on monte vraiment la gamme assez élevée. Donc c'est ça que j'ai retenu. Et puis quand on commence à monter la gamme et qu'on commence à parler de bases de données avec des grosses volumétries, ça veut dire à un moment, je vais prendre des données qui sont dans mon data center ou mes data centers et les déplacer vers Azure. Alors quand c'est des très grosses volumétries, on parle de péta ou de Tera. On ne fait pas ça par le réseau.
Et donc, on a enfin annoncé une vraie solution, enfin. une vraie solution packagée qui s'appelle Azure Data Box, qui est en gros une grosse valise qu'on commande aux équipes Azure, ils vous l'envoient, vous la branchez sur le réseau, vous copiez sur le réseau à l'intérieur, depuis votre data center, toutes les données sur cette grosse boîte chiffrée, protégée, on la renvoie au data center et les équipes le prennent et l'importent. C'est l'équivalent de Snowball chez Amazon, pour ne pas le citer. Donc, trafic de valises à prévoir entre Paris et Dublin, Paris et Amsterdam. Paris et Et Marseille. peut-être Paris et Paris. Bientôt, on va y revenir. Il y a aussi un talk qui est vraiment à recommander, qui est le talk de notre ami Marc Russinovich. Marc Russinovich, le CTO Azure, justement. Et je sais que tu as eu une lecture particulière sur cette Alors, vidéo. c'est Il faut assez rare. vraiment regarder ça sur Internet, la vidéo de On en revient, Marc. qui s'appelle Inside Microsoft Data Center. Donc, notre CTO, en fait, a présenté en gros qu'est-ce qu'il y a dans l'envers du décor derrière ce portail web, derrière ces API, quels sont nos data centers, comment on évolue, comment on a appris à faire, parce qu'en fait, on parle de DevOps, mais le DevOps, en fait, il s'applique presque dans le monde du data center. Parce que quand on est en compétition avec des géants comme Amazon, AliCloud ou Google, eh ben en gros, il faut être le plus rapide possible, le plus innovant possible, pour le coût le plus faible possible, parce qu'on le répercute après sur les services. Et donc, il a ouvert les portes de nos data centers, de nos projets secrets. Quasiment brique par brique. Exactement, et il a dit qu'est-ce qu'on fait sur le stockage, qu'est-ce qu'on fait sur le compute, qu'est-ce qu'on fait sur le réseau. réseau. C'est excellent. Le réseau, c'est un bel exemple. La semaine dernière, on a annoncé l'arrivée du câble sous-marin transatlantique, le projet sur Maria l'Espagne, qu'on a fait avec Facebook. Si on fait derrière ce genre de câble, c'est qu'on a des raisons techniques. Et une des raisons, par exemple, c'est ce qu'on appelle le peering, global peering de VNet. Prendre un réseau virtuel dans Azure, qui est par exemple en France. Prendre un réseau virtuel peering qui entre des régions, est aux États-Unis, et plutôt que d'établir une connexion entre les deux par un VPN site à site qui passe par Internet, avec les problématiques d'Internet potentiellement, c'est de passer par le backbone en fait des connexions inter-data center de Microsoft, avec donc une latence assez faible et un très haut débit. Donc voilà, c'est des projets comme ça. Donc il est décrit pendant à peu près 1h15 tout un ensemble de projets, jusqu'à aller à parler de stockage dans de l'ADN. Ouais, tu m'as bien entendu. Donc, c'est les recherches qu'on est en train de sur lesquelles on est en train de travailler pour effectivement diminuer finalement l'espace de stockage, le coût, etc. Donc, ça va très très loin et c'est vraiment passionnant à regarder. Et c'est une autre échelle de ce qu'on connaît dans les data centers traditionnels. De toute façon, nos data centers ne sont pas traditionnels. Il en restera peu qui auront des data centers hyperscale. Les data centers géants. Et il y a une référence à ton jeu favori qui est le Lego sur l'informatique quantique. Exactement. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo. Ouais. Complémenter un peu ta vision data center, on va beaucoup plus loin. On a également annoncé ce qu'on appelle les zones de disponibilité. Ouais. Et ça, c'est une annonce énorme aussi au niveau de la confiance, au niveau de nos SLA. Ouais. En gros, ce qu'on va faire, c'est dans chaque région, dont la région française qui arrive, Dont la région française. spoiler alert, plutôt que d'avoir un data center ou un endroit physique avec une connexion Internet et un réseau électrique, on va systématiquement avoir plusieurs data centers avec des connexions séparées, le réseau électrique séparé, un refroidissement séparé. Et donc, on assure encore une fois une disponibilité maximale pour nos clients, même si un data center complet tombe. Stanislas, tu complémentes? Ouais, Ça s'inscrit dans toute la stratégie en fait. C'est dans la stratégie aussi de... J'ai visité beaucoup de sécurisation. data centers, enfin beaucoup de régions Azure, et en fait, ça fait historiquement, il n'y a jamais eu un seul data center par région. Il y a toujours plusieurs bâtiments. Bien évidemment, La mais seule chose, c'était c'est qu'en pas fait, forcément indépendant. logiquement, dans nos interfaces et ce qu'on fournit à nos clients, on leur offre la possibilité d'être certain que leurs ressources seront ventilées explicitement sur C'est différents ça, bâtiments. exactement. Donc 1, 2, 3, dire bah là j'ai 3 serveurs web et je sais qu'ils seront séparés dans vraiment 3 bâtiments qui auront 3 alimentations électriques, des racks différents, de l'électricité différente, du réseau différent. Et là c'est explicite. On l'avait déjà en fait, c'est juste qu'on n'avait pas implémenté la couche d'abstraction qui permettait vraiment de le faire. Alors on n'est pas forcément très innovant par rapport à nos concurrents qui l'avaient déjà, mais du coup ça nous donne un niveau global parce que nos concurrents aujourd'hui fonctionnent avec ces multi-zones. Et ça, c'est ce qu'ils appellent leur région. Ouais. Donc nous, en fait, du coup, on a 2 niveaux. On a le niveau régional. On peut dire, bah, moi, mes applications seront sur la région Centre-France. Et là, on peut faire du au sein de recovery Centre-France, au sein de la région. Elles seront réparties sur plusieurs data centers dans cette région. Ok. Et du coup, on a les 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on peut faire du disaster recovery au sein d'une région. Exactement. Après, entre régions, entre paires de régions. Au sein d'une région, enfin, au sein d'une région, une paire de régions. Et puis au niveau des habilités 7, le plus bas, au sein du data center, exactement. On est capable aussi d'avoir... De répartir dans les racks avec des domaines de panne et des domaines de mise à jour différents. Ouais. Ok. Le temps passe vite, je pense, et on a survolé le sujet, mais on va peut-être pas tarder à finir et à rendre l'antenne. Donc, on a fait un petit survol, et donc l'idée, moi, je voulais pas laisser les gens sans faire un peu vos top sujets. Ouais. Donc, je reviens sur Ignite, mais vraiment, s'il y avait 1 ou 2 sujets sur lesquels
l'appel au peuple, c'est regardez bien ça, creusez ça, c'est voire même affectivement, c'est les sujets qui vous plaisent le plus. Pour moi, c'est... Chris, allez. Je commence. Pour moi, c'est Azure Migrate. Je finirai. Azure Migrate, parce que comme vous l'avez dit, on parle de migration simple, on parle même de migration SAP maintenant, on a vraiment toutes les options et on simplifie vraiment ça pour les clients. Donc c'est aller sur Internet, chercher Azure Migrate. Il y a une preview actuellement, donc vous pouvez vous inscrire et regarder, c'est gratuit, testez-le. Okay. Voilà. Et je vais lui en rajouter un deuxième, parce que je sais que Chris est féru de ça. C'est toute la partie effectivement contenu et formation. Et typiquement Azure Stack, il y a aussi des certifications opérateurs. Je sais que tu es très à cheval et tu prêtes beaucoup d'attention à comment les clients peuvent se former aussi sur le sujet. Il y a tout un track qui arrive avec Azure Stack. En effet, ouais. Sur azure.com, dans la partie ressources, vous avez des formations et Azure Stack et Azure. Comment démarrer de zéro, comment démarrer si vous êtes chez AWS. Donc regardez ça, c'est gratuit. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la partie hybride. Hybride, parce qu'effectivement, on pense à Azure Stack, mais en fait, on a amené de l'hybride dans plein de solutions. Azure Network Watcher, qui permet d'avoir en fait une topologie et une surveillance du réseau, va s'étendre jusqu'au réseau de l'entreprise, mode hybride. Hybride également sur la sécurité. Azure Security Center permet d'avoir ce dashboard de sécurité universel qui était dans Azure pour les ressources Azure et qui désormais peut s'appliquer aux ressources internes. Et puis surtout, pour terminer, Azure File Sync, qui va permettre en fait d'avoir des filers qui sont hybrides entre des serveurs 2012 R2 et 2016 et Azure File dans le cloud avec synchronisation backup automatique. Vraiment, côté hybride, on n'en a jamais fait autant et c'est ce qui nous différencie probablement de tous les autres fournisseurs. Oui, et encore une fois, le challenge et le contest continue sur Twitter. Vous nous faites combien de hybrides on a fait. On regardera les vidéos et on verra qui on retweetera. Parce qu'il a... Mais tu as prononcé un mot-clé dans l'esprit, c'est Windows Server. On n'en parle plus chez Microsoft. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, on en parle toujours. Si, ça existe toujours. Ah bon, mais en fait, donc Windows Server, on le fait vraiment évoluer par des mises à jour biannuelles. On fait un gros focus aujourd'hui sur la partie container, d'accord, pour en fait l'exécuter partout. Et en combinaison dans des architectures hybrides. Même des conteneurs Linux maintenant. Exactement, donc hybride Linux, Windows, donc sur Azure ou sur Azure Stack ou dans d'autres solutions, d'autres plateformes. Oui. Red Hat a annoncé le support de Windows 2016 dans OpenShift, ça n'est pas Exactement. rien. Et donc Windows Server en fait reste la base qui est sous-jacente derrière pour Azure Stack et puis pour toutes les applications parce qu'on a encore l'héritage qui va évoluer doucement, pas forcément tout de suite passer dans du cloud ou du microservice. Et donc Windows 2016 continue à évoluer, mais sur une base à peu près régulière aujourd'hui qui est biannuelle. Et donc avec des petites nouveautés qui va évoluer. La fameuse 17.09. Voilà, exactement comme Windows 10, on parle de Windows as a Service, Windows 2016 c'est pareil. Donc ça continue à évoluer, sauf qu'on ne ferait plus des grandes briques comme on faisait avant, où on annonçait tous les 3 ans nouvelle version de Windows. Désormais c'est naturel que tous les 6 mois on ait de nouvelles mises à jour. Azure File Sync, c'est par exemple une mise à jour qui vient avec Windows Server 2016. Si je dis Windows 2016, Windows Server en général, ça m'étonne de ne pas avoir entendu parler Hub. Tu veux nous dire 2 mots sur Hub? Non, on est vraiment aussi dans l'optimisation des coûts de nos clients. C'est un de nos piliers. Même en interne, on a complètement réorganisé Microsoft pour être à l'écoute des clients, les aider. Et donc on a d'ailleurs annoncé à Ignite les Reserved Instances, ce qui est vraiment entendu des clients. Réduire les coûts de 80% sur des machines qui sont réservées à l'avance. Et à Hub qui permet de migrer des licences déjà achetées, Windows Server et SQL Server vers Azure. Donc, voilà. Petit aparté. Et donc moi, si je conclus, ce que je retiens, c'est effectivement l'ensemble de l'innovation que vous avez évoquée, les aspects zones de disponibilité, d'accord. Et dans les zones de disponibilité, le fait que ce sera disponible en France. Donc ça, c'est aussi le projet intéressant. Tu m'as spoilé. Mais tout ça, effectivement, est en train d'arriver en France. Donc avant la fin de l'année, on ouvrira 2 régions en France avec X data center. Mais je pense que c'est relativement public maintenant, mais on peut chercher. Regardez la vidéo de Marc Simovic. Voilà, regardez la vidéo de Marc Simovic. Vous allez voir des cartes intéressantes, notamment mais nous n'avons rien dit. Ça ne nous regarde pas. C'est pas nous, c'est le CTO qui l'a dit. Mais voilà, ça va arriver en France. Bon, ceux qui ne sont pas inscrits, la preview est encore ouverte pour ceux qui effectivement veulent commencer parce que c'est important pour eux d'être en France ou parce qu'ils veulent effectivement voir ce que ça donne. La preview est encore ouverte, donc n'hésitez pas. On est bientôt en France, Azure sera en France. Et sur ce, l'année prochaine, on fait une unité en France aussi ou pas? Non? On va demander. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas.